nos invités ce soir. Valérie Perrin, merci d'être avec nous, photographe, scénariste et romancière. Vous venez tout juste de publier votre nouveau roman, 3, chez Albin Michel. Après l'immense succès de Changez l'eau des fleurs et des Oubliés du dimanche, les deux avaient totalisé près de 2 millions d'exemplaires vendus, sans parler de nombreux prix reçus. Et celui-là est vraisemblablement sur la même route que les deux premiers. À vos côtés, Jeanne Siofachin, qui est une grande fan d'ailleurs. Bonsoir Jeanne. Total fan, tellement heureuse. Vous le portez sur vous. Psychologue clinicienne, vous avez fondé les Centres Cogitose et votre prochain livre, Grandir, Vivre, Devenir, va sortir en mai aux éditions Odile Jacob. Et on va voir que vos deux livres se répondent sur des styles évidemment très différents. Alors Valérie, votre livre, c'est vrai, est une merveille, mais vraiment une histoire d'amitié avec un polar, un récit sur les choix de vie, le passage à l'âge adulte, la recherche d'identité, les erreurs qu'on fait tous. L'amitié, c'est donc le thème central de votre roman. Comment elle naît, à quel point elle est intense, comment elle se délite aussi. Puis il y a une bande-son, alors ça va vous plaire, Émilie, qui est absolument géniale parce qu'on va suivre l'évolution de ses amis sur une trentaine d'années. Et donc ça vaut quelques petites pépites, dont celle-ci, c'est cadeau. Quelque chose à dire, David? Non. Je me dis qu'Indochine, ils avaient les garçons aux cheveux longs, les filles en pantalon, etc. Finalement, on n'a rien inventé, quoi. Ils étaient visionnaires. Ouais. Bah oui. Alors, on va aller. Et ce qui est génial quand même, parce que dès qu'on entend cette chanson, on sait exactement à quelle période on est. Il y a un pouvoir de la musique pour nous ramener à une époque. Là, on est direct au début des années 80, au IIIe siècle, il n'y a pas de... C'est exactement ça. Alors ça, tout commence à La Comelle, dans un petit village de Bourgogne. On est en 2017. 3 amis qui sont nés en 76, ont grandi là. Il y a Nina, Étienne et Adrien, 3 inséparables depuis le CM2. On va suivre leur histoire par la voix d'une très mystérieuse narratrice qui s'appelle Virginie. Comment sont nés ces 3-là ? Je crois que c'est passé par un livre de Philippe Besson. Absolument. Je pense qu'en fait, je portais cette histoire depuis très longtemps, mais on ne le sait pas. On n'en a pas conscience. Et puis quand j'ai lu Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson, il y a certains moments, je me suis dit, mais c'est de ça dont je veux parler. J'étais partie sur un autre projet, j'ai tout arrêté. Et je suis partie sur cette histoire-là, je l'ai construite peu à peu. J'ai questionné beaucoup d'adolescents autour de moi, de ma famille. Je suis allée chercher dans mes propres souvenirs. Il y a un instituteur dans ce roman, Monsieur Pi, qui a existé. Mais comme je pense qu'il y a en fait, j'ai seulement des retours de lecteurs là qui reviennent, mais j'ai le sentiment que ça arrivait à beaucoup d'entre nous. Et ça, c'est une histoire qui est arrivée à un de mes proches, pas pour les mêmes raisons, mais il a vraiment été torturé comme ça. Harcelé, harcelé. Oui. Et puis voilà, c'est la vie, c'est les observations de garçons, une fille. Qu'est-ce que c'est que l'amitié ? C'est quoi les premières fêtes, les premiers whisky coca, les premières cigarettes, les premiers parfums. J'avais envie de ça. Alors, ça me donne la chair de poule au fur et à mesure que Valérie parle. Expliquez-nous pourquoi vous êtes aussi fan de Valérie. Je suis fan de l'écriture de Valérie Perrin parce que, en fait, ce ne sont pas des livres qui se lisent avec les yeux. Jamais. Ce sont uniquement des livres qui se lisent avec le cœur. En fait, quand on est dans un livre de Valérie Perrin, on palpite. Il y a des tas de choses qui bougent à l'intérieur de nous. On ne peut pas lire simplement. Rien d'en parler, ça me donne la chair de poule. On ne peut pas juste lire. Parce que c'est tellement fin, c'est tellement subtil. Les descriptions des personnages vont tellement chercher dans la complexité de cette précision psychologique. C'est tellement fin sur un plan psychologique, sans jamais rien expliquer de la psychologie des personnages. C'est là où c'est très, 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 très fort sur un plan psychologique, mais sur un plan de tout ce que ça... Vous parlez de la musique, mais de tout ce que ça fait émerger en nous. Moi, j'ai passé mon temps, et j'ai pas fini, je suis tellement contente de ne pas l'avoir fini. Mais je passais mon temps à faire des allers-retours dans ma propre vie, dans mes propres souvenirs, dans ma propre enfance, dans mes propres amitiés. Enfin, c'est un truc de fou de lire des livres de Valérie Perrin. C'est obligé pour comprendre la vie. Ça commence, c'est très fort cette amitié qui naît en CM2. Et vous décrivez très bien le CM2, je trouve. Vous dites c'est l'âge où c'est le bordel. L'âge où les enfants ne se ressemblent plus grands et petits, puberté, pas puberté. Certains ont l'air d'avoir 14 ans et d'autres 8. C'est vrai. Il suffit de les observer. Ouais. Moi, je me souviens de ça. Et la 6e, c'est la même chose. On a des grands, des tout petits. C'est en même temps ce qui fait la richesse de cette jeunesse. Il coûte déjà très cher, hein, quand même.
Les enfants. Oui, Oui, Énormément c'est vrai. d'activités. effectivement, mais après, ça- En plus, ça ils empire grandissent, avec- il faut changer les tennis tous les 6 mois. Enfin, c'est quand ça même un empire truc. avec le temps. Émilie? C'est formidable, je trouve, et pour ça, il faut vraiment qu'on dise merci aux auteurs, autrices de romans et de chansons quand même, parce que c'est les deux, Oui. je pense, qui vont beaucoup chercher dans l'adolescence, qui est une période de vie qui a été ignorée, mais pas pendant des décennies quand même, par des gens qui produisaient des histoires, qui racontaient des histoires, parce qu'on se disait, oui, les ados, ils sont bêtes, ils ont des boutons, ils sont moches, c'est pas intéressant. Et Ils en fait, emmerdent c'est les une parents. période Mais fascinante. c'est fascinant. Mais c'est une période de bascule, en fait. En plus. C'est une période de passage. Et d'intensité incroyable. C'est-à-dire, on va jamais moyen quand on Ouais, est ado. On va c'est vrai. super bien ou super mal. Oui, c'est vrai. Ouais. Vrai. D'ailleurs, à un moment, Nina pense. Donc, je rappelle 2 garçons, une fille. C'est un trio. Donc, Et Adrien, Nina Étienne et Nina. Ouais. Et Nina, à un moment, pense qu'à un moment, quand ils vont aller vers le désir, ils vont se séparer. Mais non. Ouais. Enfin, mais non. Rien ne se passe jamais quand on Comme on l'a prévu. Ouais. L'amitié à la préadolescence et à l'adolescence se fait aussi beaucoup par le partage de la musique. Est-ce que c'est pour ça que vous teniez autant à mettre des titres Ouais, mais pour moi, c'est indispensable. En fait, la musique, je peux pas vivre sans. J'ai jamais pu vivre sans. Et elle colore, elle nous colore, elle colore nos jours. Et puis c'est exactement comme le parfum. C'est exactement comme un parfum. On écoute un morceau, ce que vous avez dit tout à l'heure, et on sait exactement où on était, à quel moment, avec qui on était. Tiens, regardez, j'ai fait une petite sélection parmi Oui. les nombreuses chansons Ouais. que vous évoquez, mais il y a Coq Robin, il y a AA, il y a In Excess. Ah, alors là, il y a U2. les équilibres, David aussi, j'imagine. Génial. Alors, si vous deviez choisir une chanson. Pour 3, je prendrais La vie est belle d'Indochine, qui est beaucoup plus récente. Ah, oui, mais entre les 3 que je vous propose. Alors, entre les 3, oh là là, allez, In Excess pour mon frère Yannick Perrin, à Allez. qui je dédie le livre, et c'était son groupe. And give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. Ah, cette petite guitare, là, Vous vous emballiez sur les dance floors, là, cette période-là, David, j'imagine. Oui, j'aimais bien In Excess, mais en fait, celui qui me retourne le cœur, c'est celui du milieu, c'est AA. Il y a AA, la fragilité. On se moquait un peu d'eux, d'ailleurs, les cours de récréation, parce que ils étaient un peu trop bien coiffés, etc. Alors, on écoute un petit peu, ah, mais c'est vrai que elle est émouvante, cette chanson. Ouais. Oui, c'est ça. Super beau, j'adore. Ouais. Mais Et alors, vous allez, mais juste, c'est vrai que les adolescents, tels qu'on les suit dans votre livre, on les entend sur cette musique-là, on les voit en mouvement, on les imagine en voiture, aller à Paris, bouger comme on a tous fait finalement un jour ou moi, l'autre. je parle sous le contrôle d'Émilie, mais je pense que le rock et une bande originale de jeunesse, c'est nécessairement adolescent. Le rock est consubstantiel. Enfin, le rock est fait pour les adolescents, il est fait pour les teenagers. Passé 25 ans, il n'y a plus de groupe de rock, à mon avis. C'est-à-dire que les groupes de rock, ils donnent tout ce qu'ils ont à donner dans leur fragilité et leur fracture et leur brisure. Il y a 3 albums incandescents, quoi. Puis il y en a un formidable. Et puis bon, voilà. Mais et c'est pour ça qu'ils sont troublants, parce que si vous prenez, ils sont tous séparés, ils ont tous vieilli. Il y a beaucoup de morts. Il y a des morts. Il y en a un qui s'est pendu dans la bande, le chanteur d'In Excess, il me semble, qui s'est pendu. Et finalement, ça ressemble aux adolescents et aux amis qu'on a perdus de vue, qui sont plus là. Et puis il y a on est nostalgique, mais on ne recréera, désolé, mais jamais l'incandescence de ces moments d'adolescence. Si moi, il y a des choses qui me touchent dans votre livre, parce que il y a des moments qui se passent dans le Sud, etc. J'ai eu une bande comme ça quand je retourne à Marseille, qui était l'endroit où j'étais, voilà, où j'ai grandi, où j'ai été adolescent. Je suis désespéré. Je crois que je vais voir des fantômes sortir derrière un pâté de maison. Je pense qu'ils vont arriver avec leur cartable. Et non, ils sont plus là. Ils pensent plus à moi. Ils ont vieilli, ils ont divorcé, ils sont gros, ils sont cons. Et c'est fini. Et là, merci David. Mais c'est ça qui est la force de l'adolescence, c'est que c'est un diamant qui dure pas, quoi. Oui, mais dans les propos de David, la façon dont David exprime ce qu'il vient d'exprimer, on sent la force de construction de ce moment de l'adolescence. Et cette espèce de magie qu'on ressent encore quand on est adulte, de ce moment où tout était permis et où finalement on s'est entortillé autour d'un certain nombre de tuteurs, dont les amis, pour se construire. Et ça vaut pour les livres qu'on a lus à cette époque-là. Absolument. Moi, j'en ai un qui s'appelle Agnès la Loire et les garçons de Maurice Genevoix, et qui traite d'une amitié entre 2 garçons et une fille sur les bords de Loire, mais je pense avant la Première Guerre mondiale. C'est toujours la même histoire, c'est toujours des choses qu'on n'attrape pas, voilà. Et ces lectures-là, C'est toujours la même histoire, sauf que là, elle est
En plus, formidablement raconté. Mais comment est-ce que vous avez fait pour vous replonger, pour nous accompagner aussi près de ces ados-là, et dont l'histoire commence vraiment quand ils ont 9-10 ans, ils sont qu'en CM2. Il y a une force qui se dégage de leur amitié. C'est indestructible, une amitié à 9 ans. Je ne sais pas comment je fais, mais d'abord j'ai écrit des scénarios avant, donc je pense que je viens beaucoup du cinéma et ça se ressent dans l'écriture de mes romans. Mais je ne sais pas comment je fais, mais j'arrive complètement à me mettre à la place d'un personnage. C'est-à-dire que s'il faut que j'écrive, et je suis un enfant de 7 ans, je suis vraiment un enfant de 7 ans, physiquement je le ressens, et si je suis une personne âgée en EHPAD, je le ressens aussi. Donc je vais chercher sans doute des choses au fond de moi, dans les souvenirs des autres, dans mes lectures, dans ce que j'ai vu. Dans ce que si vous aviez eu un nombre de... Très étrange, mais c'est un peu ça, oui. Ouais. C'est quoi l'amitié? Qu'est-ce que ça représente, l'amitié, à 9 ans? Pourquoi est-ce que c'est aussi fort? C'est nous contre le reste du monde. Oui, alors, moi je pense que c'est les capacités d'empathie qui permettent ça. De raisonner si fort avec vos personnages. Mais l'amitié, d'abord, on peut souffrir de blessures d'abandon et même de schémas d'abandon avec des amitiés rompues, avec des trahisons d'amitié, que ça soit à 7 ans ou même plus tard. Ça peut être des blessures dont on ne se remet pas. Ensuite, il y a des études parmi les plus récentes qui montrent, et ça c'est toujours surprenant pour les parents, de l'influence des pères, des amis, justement, l'influence des pères dans la construction identitaire qui serait de 40% dans ce que nous devenons. Et l'influence des parents ne serait que de 10%. Alors ça calme. Voilà. Tout ça pour ça. Mais tout ça une blague. Mais oui, c'est pour ça que c'est très intéressant, parce que vraiment, l'amitié, c'est un terreau qui va permettre de s'ancrer et d'avoir cette base de sécurité, même si après ça explose, parce que bon, ça explose souvent, le plus souvent, mais en particulier pour des enfants qui ont du mal à avoir ressenti cette sécurité intérieure dans leur propre milieu familial, ce qui est le cas des trois personnages. Les parents jouent quand même un petit peu, finalement. Pas tant que ça. Et même pour aller plus loin, sur les amitiés très très fortes qu'on a à l'adolescence, au début de l'adolescence, Virginie Despentes dit qu'en fait, comme on vit dans un monde où la plupart des gens sont hétéros, quand on a une amie au collège qu'on aime, on se dit ah bon bah c'est ma meilleure amie, pas mon amour puisque c'est une fille. Et elle dit qu'en fait cette frontière elle est extrêmement ténue. Oui, floue. Elle est poreuse. En fait dans notre esprit on se dit oui bah de toute façon je vais me marier avec un garçon, donc cette fille n'est pas mon grand amour. Mais si on n'avait pas cette construction là, peut-être que ce serait différent. Oui, mais il faut bien faire des enfants et peupler la France. Il faut peupler le pays. Alors, mais c'est de l'amour quand même. C'est ça qui est important, c'est qu'on dit amitié, mais en réalité, c'est juste de l'amour pur. Bien sûr. Oui. En fait, c'est de l'amour pur. Ce qui lie ces trois-là, c'est de l'amour pur. Et ça se passe sur 30 ans. Oui, c'est ça. C'est ça qui m'intéressait. Et ce qui est intéressant aussi, parce qu'en plus, donc on est saisi par les personnages, mais il y a une intrigue qui est très forte, parce que c'est toujours, c'est votre façon de faire aussi, il y a un polar. Oui, un polar en fond, oui. En fond, avec cette voiture... On découvre au fond d'un lac. Oui, ça j'ai lu, c'est bien. Ça va, tu veux pas qu'on me spoil. Alors, on parlait d'abandon. Il y a aussi quelque chose de très... Il y a beaucoup de thèmes. C'est vraiment une fresque sociale de la France des 30 dernières années. Vous parlez des refuges pour animaux, puisque Nina est dans un refuge. Oui, elle travaille dans un refuge. Et effectivement, je suis moi-même marraine d'un refuge dans la ville où j'ai grandi, en Bourgogne. À Gueugnon. À Gueugnon. Et je me suis totalement inspirée de la directrice, Maude, à laquelle j'ai posé beaucoup de questions sur son quotidien. Et quand j'ai découvert ce refuge, honnêtement, je me suis dit, mais c'est tellement romanesque. Parce qu'il y a tout le monde... Tous les gens sont représentés. Il y a ceux qui abandonnent, il y a ceux qui viennent recueillir, il y a les gens qui s'ennuient, qui sont en retraite, qui ont envie de venir promener, il y a les jeunes filles de 16 ans qui viennent caresser les chats. C'est notre monde, tout petit, mais c'est notre monde aussi. Quel est le profil des gens qui travaillent dans les refuges? C'est vraiment ce que je raconte dans 3, c'est vraiment de 14 à 74 ans, et des messieurs qui bricolent tout le temps, des femmes extraordinaires de tous les âges, tous les milieux sociaux. C'est très intéressant. Alors il y a aussi, parce que c'est vraiment très foisonnant, mais il y a aussi Paris-Province, l'opposition Paris-Province, que vous avez... Oui, que moi j'ai vécu, j'avais vraiment envie de parler de ça pour la première fois. Je sors de la province et je voulais parler de ce qu'était la violence de quitter nos petites provinces et de débarquer à Paris. C'est quoi cette violence-là de se retrouver dans le RER, dans le métro, coupé de sa famille, coupé des siens,
coupé de ses amis. On a tous vécu ça Oh là aussi. là, ouais. Et c'est très pas rien. violent. Et c'est Oui. très Et violent. c'est vécu très étrange. juste après l'adolescence, souvent, Oui. parce que c'est au moment des études. C'est exactement ça. supérieures. Du premier Après le job, bac. on n'est pas bien Après le vieux, bac. hein. Non, Ouais. on n'est pas bien vieux. C'est le prix à payer pour devenir parisien. Et on pense, c'est le prix à payer. Et on pense à tous les jeunes là, avec ce Covid et avec ce confinement, qui sont seuls dans les petits studios, les chambres de bonne, c'est compliqué. Ou qui sont restés chez eux, eux en province. Oui. Ouais. Ils sont repartis. Vous avez compris d'ailleurs pourquoi c'est une ville hostile, Paris, et qu'il y a une ville dure si on la compare à Berlin ou à d'autres grandes capitales Non, européennes je beaucoup crois pas plus que- pacifiques et pacifiées. Je ne crois pas que ce soit si hostile que ça, Paris, mais c'est plus une question de solitude, je crois. C'est l'après, pour les enfants qui ont grandi en province, dans des milieux pas forcément privilégiés, mais on est très protégés, en fait, très protégés. Se retrouver à Paris, je pense que c'est violent pour tous. C'est pas forcément Paris, c'est la grande ville, C'est pas la les faute d'Anne transports. Hidalgo. On On pouvait pas accuser Anne pense Hidalgo. pas venir. Vous dites, c'est Adrien qui dit, une fois arrivé à Paris, depuis qu'il vit à Paris, il a le sentiment de ne plus voir le ciel, de manger du béton. Avant, c'était du vert, à présent, c'est du gris dans la rétine. Tout paraît immense, on se perd, on se sent perdu, les regards tournés vers un intérieur immense, à labyrinthe de solitude. C'est exactement ce que j'ai ressenti quand je suis arrivée à Paris. J'arrivais de ma petite ville de Bourgogne, où tout le monde se connaît, tout le monde se regarde, et tout le monde papote sur tout le monde. Et tout d'un coup, j'étais à Vitry-sur-Seine, je ne voyais plus le ciel, et je me perdais tout le temps. Et c'était comme ça. Puis en plus, moi, je n'étais pas du tout étudiante. Moi, je travaillais. J'ai tout de suite trouvé du travail, donc c'était assez compliqué, mais voilà. Il y a une forme de violence. Bien finalement. sûr qu'il y a une forme de violence. Oui, mais qui est comme l'adolescence. En fait, c'est une perte de repères. C'est-à-dire que c'est comme si on rejouait un moment de bascule où il faut tout reconstruire. À la fois ses repères intérieurs et tous les repères extérieurs. C'est ça qui est intéressant. Parce que les repères extérieurs ne sont pas forcément tournés vers nous, alors que ça peut être le cas dans une plus petite ville où on tend plus peut-être. facilement la main à Ouais, l'autre. ouais. Ça fait pas. Oui, David, vous dites. Est-ce que, à part le roman que vous avez évoqué, qui a été un déclic, qui vous a fait quitter un manuscrit que vous étiez en train de travailler, est-ce qu'il y a dans vos influences des auteurs, pas de littérature jeunesse, mais qui ont écrit sur la jeunesse et qui vous paraissent être incontournables? Je me souviens, enfant, j'ai lu 1000 fois, c'était L'herbe bleue, 1000 fois. Ah oui. 1000 fois. Qui était dans la rubrique du enfer de la bibliothèque. Ouais, c'était d'une On avait tristesse pas accès absolue. Quand on était petit. Ouais. Ouais. Mais sinon, sur la jeunesse, non, pas particulièrement. Moi, c'est vraiment le livre de Besson. Je me suis dit, waouh, mais c'est ça en fait. Il faut parler de ça, de cette sensorialité, de cette sensualité aussi, ou pas, qu'on peut ressentir dans les premiers émois, les attirances. Alors, j'en reviens à votre livre, parce qu'il y a un petit peu de ça là-dedans, mais c'est l'occasion de faire des bilans. Le titre de votre livre qui sortira bientôt, qu'on a hâte de lire, c'est « Grandir, vivre, devenir ». Quand on fait les bilans, alors je vais citer un des bilans que fait Valérie dans le livre, et c'est terrible, la liste des conneries. Le poisson rouge rapporté de la fête foraine, l'école buissonnière, la triche, voler dans les magasins. Mais il y a toujours un moment où on coche une case quand même. Prendre le Moi, j'en ai volant- 3 là. Bravo. Prendre le volant Moi aussi, j'en après ai pas avoir mal, bu. en fait. L'eau du bain qu'on oublie. Et puis alors après, ça devient plus sérieux. La demande en mariage, la mauvaise réponse, la mauvaise personne, le savoir, mais y aller quand même. Ben, c'est l'histoire de la vie. C'est vraiment l'histoire de la vie, de ces multiples choix, de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on aimerait faire, de tout ce qu'on pense, de tout ce qu'on ressent, et de tous les choix, mais même à chaque instant de nos vies, de tous les choix qu'on fait tout le temps, et qui sont si intenses à ce moment cruciaux, parce qu'on a la sensation que là, on a pris vraiment des directions qui vont avoir un impact pour toute la suite de notre parcours, mais en réalité, on le fait toute la vie. Mais avec ce matériau qu'on a construit à l'intérieur de soi, de toutes nos expériences vécues. Est-ce qu'on peut se réparer de l'adolescence, quand l'adolescence a été chaotique? Bien sûr qu'on peut se réparer. On peut se réparer de tout le temps. D'accord. Et ça, on le sait bien maintenant en neurosciences avec la plasticité cérébrale, c'est-à-dire que les neurones se rabibochent dans notre cerveau à partir du moment où, justement, on rencontre aussi des gens qui vont porter sur nous un regard d'amour inconditionnel en disant « qui que tu sois », quel que soit ton parcours, je t'aime et je t'aimerai toujours. Et c'est pas forcément ni un mec, ni une nana, ni un amoureux, mais ça peut être vous, Isabelle, tiens. Comme ça. Elle Voilà. est très réparatrice. Elle est très réparatrice. Et pour le coup, oui, les amitiés qui durent toute une vie, c'est peut-être plus, je sais pas, plus facile à imaginer. On parle beaucoup des couples qui se séparent, des divorces, etc. Mais il y a peut-être c'est plus facile d'avoir une grande et longue histoire d'amitié. Je ne sais pas si dans la réalité, enfin moi dans mon expérience à la fois professionnelle et perso, il n'y a pas
tant que ça d'histoires d'amitié qui perdurent dans l'amitié. C'est un peu embarrassant. C'est rassurant ce que vous dites. Il y a des gens avec lesquels on continue à avoir des contacts, on les a dans notre... Voilà. Mais on n'est plus amis parce qu'on change tout le Oui, temps. on change. Il ne faut pas oublier qu'on a des tempos dans nos vies et qu'il y a des amours fous amicaux qui sont à des moments parce qu'on est dans des contextes qui alimentent cette Mais on ne amitié-là. saurait pas quoi en faire. Enfin, moi, il m'est arrivé, justement, je parlais de Marseille, mais ça pourrait être ailleurs. On retrouve des amis d'enfance et puis on n'a plus grand-chose à se dire. Ou c'est plus justement le truc dingue. C'est plus du tout l'amour amitié fusionnel et on se dit bon, on se Parce regarde. que c'était une rencontre d'un moment et que voilà, on est comme le une moment est poule passé. avec un couteau et on se C'est dit bon, une bah histoire taillot. d'amour, c'est comme une histoire d'amour. Quand on Oui. voit un ex ou une ex, c'est qu'on C'est ça. se dit, mais Et puis en vieillissant, Qu'est-ce on qui se m'a fait pris des amis, d'autres amis. Oui. Regarde, nous, on s'est rencontrés après 35 ans, on est très Est-ce que- contents. Je pense que en adolescence, ça aurait été un carnage cette histoire. Bon, enfin bon. Peut-être. Non, mais c'est comme ça aussi qu'on devient. Parce qu'effectivement, Oui. on passe notre vie à tisser des liens Oui. et à tisser des liens d'amour, que ce soit de l'amitié, que ce soit de l'amour, que ce soit professionnel. Et dans ces liens se rejoue d'une certaine façon tout ce qui est important pour nous, nos valeurs. C'est comme ça qu'on avance. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec votre œil de scénariste, et puis vous travaillez aussi sur les scénarios de votre compagnon, de Oui. Claude Lelouch, Oui. mais ça se sent le scénario parce que vous arrivez à donner ce déclic pour que l'amitié règle ses comptes et qu'elle puisse repartir sur de nouvelles bases. C'est aussi ça un petit peu pour ça qu'on arrive à les suivre pendant 30 ans et Bien que sûr. leur amitié perdure d'une Oui, manière ou d'une autre. bien sûr. Oui. Il y a un petit côté cinématographique quand même dans ce... Ah oui. Ah oui, mais ça, on les voit oui. évoluer, mais avec une facilité. Vous de toute voyez où façon, je veux en venir. Est-ce que... Ah, oui, Posez-là oui. votre question. Allez, Isabelle. Adaptation au cinéma. Par Claude Lelouch. Allez, je me lance. Écoutez, on a pas mal de demandes, mais le livre est tout neuf, il a 10 jours, mais je sais qu'il y a pas mal de demandes. Tout va trop vite. On va laisser grandir le livre comme un bon adolescent Oui. tranquillement Oui. et puis on verra la suite.